Le débat du dimanche, bonsoir et bienvenue. Nous allons parler de l'Union africaine qui a un nouveau président en exercice nommé Robert Mugabe. Mugabe, 91 ans, dont 35 passés à la tête de son pays. Le Mali, nous allons également parler avec cette question à quoi joue la MINUSMA. Et si le temps nous le permet, nous allons aborder la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015, la CAN qui entre dans sa phase décisive. Des questions qui seront abordées par nos invités, Chana Takiou de 22 septembre, Alexis Calambri des Échos, Maître Mamadou Ismaël Konaté, avocat, et Serge Daniel, journaliste, écrivain. Le plus ancien chef de l'État africain en exercice, Robert Mugabe, devient le président en exercice de l'Union africaine. Mugabe, on le disait à l'instant, 91 ans, dont 35 passés à la tête de son pays, succède au Mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Chana Takiou, est-ce que l'UA est cohérente avec elle-même en portant son dévolu sur Mugabe? Bon, moi je ne pose pas la question en ces termes, en termes de cohérence. Ce que sur Mugabe est un chef d'État africain, il a le droit d'être président en exercice de l'Union africaine. C'est vrai que dans son pays, les droits de l'homme ne sont pas respectés, il n'y a pas la bonne gouvernance, les élections sont mal organisées. Pour autant, l'UA n'a pas fixé comme critère pour être président qu'il y ait la bonne gouvernance, qu'on respecte des vertus démocratiques. Non. Donc pour moi, ce n'est pas une question de cohérence. Il en a le droit, il a été élu par ses pairs, parce que c'est une présidence tournante par région. Aujourd'hui, c'est le Zimbabwe. Vraiment, je pense qu'on doit respecter le choix des présidents africains. Et l'Europe, qui tient trop aux droits de l'homme, à la bonne gouvernance depuis sa nomination, vraiment parle d'incohérence, parle de contradiction. Vraiment, moi, je ne suis pas dans cette logique. Je pense qu'il en a le droit. Félicitations pour Mugabe. Ok, Alexis Calambri, vous le félicitez également, Mugabe? Oui, en fait. Alors, Mugabe, c'est une présidence tournante, comme on l'a dit, premièrement. Deuxièmement, personnellement, c'est un chef d'État que je respecte. Il a un discours que je suis sûr Maître ne pourra pas accepter parce que n'étant pas coco. Mais ce qu'il faut dire, c'est que il est cohérent avec lui, avec les principes. Je vais juste comparer. L'Occident le diabolise simplement parce qu'il n'entre pas dans le schéma qu'ils ont tracé. Je ne veux pas absoudre le fait qu'il est au pouvoir depuis longtemps, mais il ne faut pas sortir du cadre de l'histoire qui fait que il est venu par une lutte. Il s'est battu longtemps et après tout le monde pratiquement contre le colon, mais il est à la tête d'un pays qui s'en sort, mais on fait tout pour l'enfoncer parce qu'il ne faut pas qu'un modèle autre que ce qu'on a tracé réussisse. Mais c'est un chef d'État et je me félicite pour son élection en me disant que la politique, ou du moins le militantisme revient au sein de l'Union africaine. Maître Konaté. Je pense simplement que Dieu va nous sauver de ce militantisme-là. C'est vrai que je n'ai pas la même fibre révolutionnaire que Alexis. J'ai vu d'ailleurs qu'il n'a pas répondu à votre question parce que visiblement il se félicitait, mais il n'a pas félicité le président Mugabe. Moi, j'ai pas envie de le féliciter non plus, mais je fais juste un constat. Là où Kadhafi a été président en exercice de l'Union africaine, il n'y a pas de raison que Mugabe ne le soit pas. Et Mugabe n'est pas sorti ex nihilo. Mugabe, c'est quand même un chef d'État qui est représentatif d'ailleurs de l'ensemble des autres chefs d'État. La moitié des chefs d'État qui occupent aujourd'hui sont à peu près dans la même situation que Mugabe. Peut-être pas en âge, mais au moins en durée au pouvoir d'une part, et au moins également dans les conditions qui ont été mises en œuvre également pour se maintenir au pouvoir. En réalité, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est l'Afrique. Dans son rapport avec l'institutionnel, c'est l'Afrique. Dans sa gestion de l'État, c'est l'Afrique dans son leadership aujourd'hui. Visiblement, ce n'est pas cette Afrique-là qui peut nous tirer d'affaire. Je pense qu'il faut imaginer, il faut souhaiter une autre Afrique. Même en tant que révolutionnaire, je veux dire,
ce n'est pas la bonne Afrique, Alexis en conviendra. Il faut se battre aujourd'hui pour que les gens aient un rapport plus juste avec les institutions, avec le droit. Il faut qu'aujourd'hui le fonctionnement de l'État ne soit pas tout à fait la même chose que l'on voit aujourd'hui avec le président Mugabe. Il faut aujourd'hui que l'âge, 91 ans, je veux dire, on a toute autre chose à faire dans la vie que de gérer un pays. C'est Daniel Mugabe, président. Oui, bon, quand j'ai suivi le sommet, les résultats, d'abord la bonne surprise pour moi, ça a été l'hommage rendu au président Alpha Oumar Konaré. Vous savez que la plus grande salle de l'Union africaine porte désormais son nom. Et puis subitement, il y a eu Mugabe. Je me suis dit, alors, est-ce que c'est une deuxième bonne surprise? C'est une surprise, ça dépend de là où on se situe. Moi, je suis pas révolutionnaire, parce que les révolutionnaires ont l'habitude de couper les têtes, alors qu'une tête coupée ne repousse jamais. Mais je pense qu'il est devenu président de l'Union africaine d'abord parce que, Alexis le disait tout à l'heure, mais il n'a pas insisté, c'est une présidence tournante, c'est-à-dire c'est région par région. Et c'était le tour de l'Afrique australe. C'était le tour de l'Afrique australe et il était le seul candidat de l'Afrique australe. Donc, il a remporté, on dirait, d'abord pour cette raison. Mais il aurait pu avoir un mécanisme pour bloquer son élection. Je pense que les chefs d'État n'ont pas voulu. C'est un président de la République. C'est un président d'une République. Élu démocratiquement, élu non démocratiquement pour d'autres, qui a travaillé, vous vous souvenez, avec son principal opposant, qu'il a fini par bouffer politiquement. C'est un vétéran de la politique de son pays, du continent. Il y a du positif dans le Mugabe, il y a le négatif dans le Mugabe. C'est vrai qu'il a 91 ans et que c'est un âge où, généralement, on est plutôt en train d'entretenir ou de jouer avec ses petits-enfants que de jouer avec le pouvoir. On verra ce qu'il pourra faire. Mais Alexis, si on contextualise, si on adapte la présidence Mugabe de l'UA à l'actualité, on le voit très mal aller en République démocratique du Congo et conseiller Kabila fils, dont on prête des velléités de tripatouage de la Constitution. Et également en 2015-2016, il y aura une dizaine d'élections dans des pays. On voit très mal Mugabe qui joue souvent avec la Constitution de ce pays, donner conseil à ces jeunes présidents-là. Non. Il faut comprendre. Mugabe et le message, le discours de Mugabe, c'est que laissez-nous diriger, ou du moins ne nous tenez pas la main. Et je suis sûr que, puisque la constitution congolaise limite, c'est sûr qu'il est bien fondé en tant que président d'aller demander au président de respecter la constitution. Et il le fera. Il a un discours tranché, il a un discours tranchant, mais il est sur certains plans légaliste. Donc, je pense que pour, disons, continuer l'idée de Serge, Mugabe a du positif. En tant que président en exercice, il a beaucoup de positif, en ce sens que il a un discours franc, comme je le disais. Il est militant, ce n'est pas à négliger. Il est militant, il est fondamentalement africaniste. Depuis Alpha, ça n'a plus existé. Donc, il a du positif et je suis sûr qu'il va faire bouger. En tout cas, surtout qu'il ne craint pas les conflits et les situations conflictuelles. Donc c'est sûr qu'il va faire crever tous les abcès. Et puis il faut quand même relativiser les choses. Il faut relativiser le pouvoir du président de l'Union africaine. Il est le président de l'Union africaine, il n'est pas le président de l'Afrique. De la commission, il n'est pas le président de la commission. C'est-à-dire qu'il ne peut pas demain venir au Mali et dire au président Ibeka, réveille-toi à 8h, je suis là. Ça ne se passe pas comme ça. Donc il y a un rôle de représentation. Il y a un côté honorifique, tu me regardes dans les yeux, je ne sais pas pourquoi, et puis voilà, donc le reste, c'est de pouvoir faire bouger les choses. Est-ce qu'il va faire bouger les choses? Je dis, il faut le voir. Oui, mais est-ce qu'il faut croire en Mugabe? Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux? Je ne sais pas comment vous pouvez insister pendant si longtemps. Si vous pensez aujourd'hui que pour porter cette Afrique aujourd'hui, pour donner la meilleure image de cette Afrique, c'est Mugabe qui nous fout à la tête, peu importe aujourd'hui son pouvoir, peu importe sa force, mais du point de vue de la représentation et de la représentativité, il incarne quand même une Afrique qui n'est pas celle qui est dominante aujourd'hui. C'est-à-dire par l'âge, vous pensez que tous ceux qui ont son âge ne doivent pas vivre? Par les vertus démocratiques. Non, par l'âge, mais d'abord, l'option est démocratique en Afrique.
L'option n'est pas révolutionnaire. Ce militantisme auquel vous faites allusion et auquel je suis aussi sensible, ce n'est pas un mouvement d'indépendance aujourd'hui. La majeure partie des États africains sont indépendants aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on veut bâtir aujourd'hui? Quel est l'exemple que l'on veut donner aux jeunes Africains? C'est d'abord, des gens qui sont engagés pour respecter scrupuleusement la loi. Deuxièmement, c'est des gens qui ont un patriotisme engagé au point que, à la limite, ils ne peuvent pas ignorer le partnership. Aujourd'hui, je veux bien, ne nous prenez pas la main, mais la majeure partie des partenaires de l'Afrique, de l'Union africaine aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'Europe, c'est l'Amérique, et c'est aussi la Chine. Mais essentiellement l'Europe et l'Amérique. Dites-moi aujourd'hui, la situation qui va être aujourd'hui la nôtre, en ayant Mugabe à la tête, même dans une hypothèse honorifique, d'entamer des discussions aujourd'hui de fond avec les Européens ou avec les Américains. C'est impossible. Quand on regarde d'ailleurs la réaction des gens. Bon, alors il ne faut pas non plus que l'on se cache derrière nos petits doigts pour dire oui, mais c'est aussi un des nôtres. C'est vrai. Mais ce qui est déplorable aujourd'hui, c'est que des Mugabe existent encore à la tête de certains États. Oui, c'est vrai que dans son pays, on dit que c'est un président debout, à travers ce qu'il a fait, les réformes agraires et tout. Mais en termes de démocratie, de bonne gouvernance, Chahana, on sait tous les atrocités qu'il fait subir à Tsvangirai, le chef de l'opposition là-bas dans son pays. Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux lorsqu'il va dans un pays africain pour prôner justement cette parole-là, pour prêcher la démocratie? Absolument. Comme Maître l'a dit, il n'incarne pas l'exemple. Il n'incarne pas ce que l'Afrique veut aujourd'hui, l'évolution, le changement. Mais nous sommes dans le cas de l'Union africaine, qui est régie par des textes. Aujourd'hui, les textes existants ne font pas état de ces vertus-là, n'amènent pas de critères pour être président. Le seul critère, c'est d'être président africain, c'est la présidente tournante. Il répond aux critères pour qu'il soit élu là où il est aujourd'hui. Donc moi je pense que le problème ne se pose pas. Ce n'est pas en plein match qu'on va changer les règles du jeu. Comme... Oui. Non, laisse-moi terminer. Non, laisse-moi terminer. Comme le tirage au sort entre le Mali et la Guinée. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, il répond aux critères, il est président. Il faut qu'on le prenne comme il est. Et comme il est, il peut partir dans n'importe quel pays africain, conformément aux règles de l'UIA, même si lui n'est pas bon. Mais comme dit le docteur, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Okay. Il peut bel et bien aller prêcher de cette manière-là. Ensuite, Maître Konaté. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que l'exemple n'aurait pas dû, en tout cas, c'est pas le bon exemple, en ce sens que il a plus de 30 ans au pouvoir, il est d'un certain âge où on aurait dû aspirer au repos qu'à être encore à la tête des institutions. Mais je dis encore une fois, ne faisons pas fi de son histoire, de l'histoire de son pays. En dehors de cela, il est fondé et il a les arguments pour incarner l'Afrique, pour incarner le renouveau que l'on veut, et il est décomplexé face aux partenaires. Les partenaires ne vont pas partir parce qu'ils ont X ou Y, c'est-à-dire c'est souvent une partie de poker menteur. C'est les rapports idéologiques. Il ne peut pas voyager, il ne peut pas aller en Europe, par exemple. Il ne peut pas. On lui donne un visa, il y a un embargo contre lui. Une dernière question là-dessus, Maître. On se rappelle tous que le Maroc a quitté l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, lorsqu'on a accordé un siège à la République sahraouie démocratique. Et aujourd'hui, il y a des tractations en cours pour le retour du Maroc à l'OUA. Mugabe, 91 ans, très très sage, qui aurait dû jouer à l'apaisement, se félicite de la lutte de la République sahraouie démocratique. Aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de déterrer la hache de guerre au niveau de cette région-là? Est-ce que l'UA ne va pas encore s'embourber dans des problèmes? Mais c'est le constat que j'ai fait. Et c'est pour ça qu'autour de cette table, notamment par rapport à Chahana, on peut se contenter uniquement de dire que pour arriver à la tête de l'UIA, pour exercer en tant que chef d'État la présidence en exercice pendant 1 an, que la question de la gouvernance n'est pas posée, que la question de la démocratie n'est pas posée. Non, nous avons des engagements par rapport à ça. L'Union africaine a des textes aujourd'hui qui posent comme principe que tous les chefs d'État doivent arriver au pouvoir dans les conditions démocratiques, dans les conditions légales. Et on ne peut pas s'étonner, c'est à peu près le même schéma que Kadhafi lorsqu'il est arrivé.
Vous savez, les révolutionnaires, les réactionnaires ont ce souci de vouloir tout chambouler. Et en plus, ils ne disent non à aucune arrogance. Ils ne disent non à aucune provocation. Et en voilà une. Voilà qu'aujourd'hui, la diplomatie africaine est en œuvre aujourd'hui pour quand même rapatrier un pays, et pas des moindres, fondateur de l'OIA, quelqu'un a une place importante malgré le caractère de l'État royal là-bas et qui aujourd'hui a quand même une implication très très forte et très évidente dans ce pays-là. Voilà que le chef d'État à la tête de l'Union africaine n'a pas trouvé mieux que de pouvoir déterrer cette hache de guerre. La République arabe sahraoui démocratique aujourd'hui est dans le contexte dans lequel il est. Le Maroc a posé ses conditions. Je pense que le Maroc a entendu le message. Le Maroc va réagir. Ok. Sur cette question, je dis qu'il est évident qu'il faut crever les abcès, comme je le disais. Il a reposé le problème, mais il est évident que pour l'Union africaine, on ne peut pas privilégier un Sahara qui n'existe pas au détriment du Maroc, qui a une légitimité historique au sein de l'Union africaine et qui est un État organisé. On ne peut pas faire fi des débats, des discussions, à la limite, qui ont presque abouti à la sublimation de ce Sahara occidental qui n'est porté à bras le corps que par l'Algérie. Mais il faut qu'il y ait le débat. Et je pense qu'en ce sens, qu'il faut comprendre son discours. Je constate simplement que cette question, par exemple, je pense que Mugabe commence mal. C'est-à-dire qu'au lieu de rassembler, il est plutôt en train de diviser. Sur une question essentielle. C'est une question essentielle. C'est une question où on va avoir un antagonisme marqué. Et là, il commence justement, vous faites bien de revenir sur ça parce que j'allais en parler. Maintenant, ce qu'il fait de sa présidence. Vous savez, c'est très important de dire il vaut mieux réunir travailler à l'union, à l'unité de l'Afrique, que de la diviser. Et sur ce point-là, par exemple, on peut ne pas être du tout d'accord avec lui, parce qu'il y avait d'autres solutions qui étaient envisagées, sur le plan de l'ONU d'ailleurs, sur le plan onusien, par exemple. Bon, moi je dirais que c'est de la provocation. C'est de la provocation parce que cette décision de la République sahraoui démocratique qui date des événements des années 80, je pense que la situation évolue. Aujourd'hui, je pense que si on demandait vraiment à l'Union africaine de voter entre le Maroc et la République sahraoui démocratique, je pense que le Maroc gagnerait ce vote-là. Je ne sais pas trop d'ailleurs si autour de cette table, quelqu'un pourrait me rappeler la position actuelle du Mali par rapport à la République arabe sahraoui démocratique. Il faut quand même rappeler tout le monde a évolué. Il faut quand même rappeler qu'en son temps, on a évolué dans les faits. Le Mali a été le dernier pays à voter. Quand même. Le Mali. Sous Moussa Traoré. Ça demeure, la position évolue. Sous Moussa Traoré. Parce qu'on n'a plus de délégation du Polisario au Mali, ça, depuis ATT. On ne les reçoit même plus. On ne les reçoit plus. En plus, quand il s'agit d'aborder la question devant les instances internationales, devant l'ONU, c'est plutôt le Nini qui l'emporte. Le Mali s'abtient. Le Mali dit, nous sommes derrière l'ONU. Et comme l'ONU n'a pas de position. Voilà, quand même, on sait qu'il y a un certain nombre de pays, dont le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui sont en train de beaucoup faire pour le retour du Maroc au niveau de l'Union africaine. Nous revenons justement au Mali, où on a enregistré au moins 3 morts et une dizaine de blessés. C'était lors de manifestations contre la mission des Nations Unies au Mali, événement intervenu à Gao. Venu, je cite, pour stabiliser le pays, les casques bleus n'ont pas hésité à ouvrir le feu sur des manifestants désarmés. Nous écoutons ici quelques réactions. La foule a entendu. Ils avaient attendu. Ils sont retrouvés au niveau de l'aménagement. Ils n'ont rien que les mains vides. La police de l'aménagement était venue, ils ont commencé à bombarder les jeunes avec des gaz lacrymogènes. Ce qui a régénéré, les jeunes ont utilisé des cocktails Molotov. C'est là que les balles réelles ont commencé à tirer. Aujourd'hui, il y avait la marche dans la ville, mais à partir de 11h10, nous avons commencé à recevoir des victimes. Et pour le moment, à 14h30, on est à 18 victimes. Donc parmi ces 18 victimes, il y a eu 3 décès. Et ces 3 décès sont par balles. Notamment au niveau thoracique et au niveau de l'épaule. Voilà, sur ces événements de Gao, Chanatagu, finalement, on est en droit de se poser la question à quoi joue la MINUSMA, puisque MINUSMA, c'est Mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, mais visiblement, c'est autre chose
que la stabilisation du pays. À quoi joue la MINUSMA? Bon, question difficile et facile à la fois. À quoi joue la MINUSMA? Bon, concernant vraiment la situation de Gao, je pense que la MINUSMA a outrepassé ses missions. Parce que la MINUSMA est au Mali pour aider le Mali à être stabilisé, pour sécuriser le pays. Mais quand la MINUSMA tue et quand la MINUSMA intervient dans un conflit à l'insu des autorités et que la MINUSMA prend position pour des mouvements rebelles au détriment des mouvements d'autodéfense, il y a problème. Je pense que la MINUSMA, pour répondre clairement à votre question, joue à la partialité. Oui, la MINUSMA joue à la partialité. Alexis Calambri. Bon, en tout cas, les questions qu'on doit se poser, c'est-à-dire leur mandat, et ça c'est au moins le point auquel ils se sont toujours agrippés, c'est qu'ils sont là pour protéger les populations civiles, premièrement. Deuxièmement, le premier principe du maintien d'ordre, c'est qu'il n'y a jamais de balles réelles. C'est des populations civiles qui étaient les victimes. Il y a eu des tirs à balles réelles sur des populations civiles. Donc, il y a vraiment lieu de se poser des questions et dire pas seulement à quoi joue la MINUSMA, mais quelle est finalement sa mission au Mali. Oui, Maître Konaté, comment est-ce que vous avez perçu ces événements-là de Gao? Moi, je suis un peu inquiet. Je suis un peu inquiet de manière générale par rapport à la situation sécuritaire au nord. Cela inquiète aujourd'hui quand on est malien, et surtout quand on est malien et ressortissant de ces régions-là. Je ne vais pas pouvoir m'avancer plus longtemps dans ce débat, parce que visiblement, je pense que et la MINUSMA et le gouvernement de la République du Mali ont tous les deux souhaité qu'il y ait une mission d'enquête sur place, qui puisse comprendre les tenants et les aboutissants de cette situation et qui puisse aujourd'hui communiquer de manière publique. Mais de mon point de vue, 2-3 constatations. La première est la suivante, c'est que je pense que et la MINUSMA et le gouvernement de la République du Mali sont surpris par les différentes évolutions de la situation sécuritaire sur le terrain. Quand la MINUSMA s'est installée, bien évidemment avec le mandat qui a été rappelé tout à l'heure par Alexis, il s'agissait de préserver la paix, de préserver la sécurité des personnes et des biens sur place. Sauf qu'aujourd'hui, cette situation pouvait se dérouler dans des conditions assez acceptables dans la mesure où on connaissait l'ennemi. Et que l'ennemi n'était pas parmi les populations. Or, aujourd'hui, au nord du Mali, l'ennemi est également parmi les populations. L'ennemi se retrouve dans des conditions telles qu'il y a des suspicions aujourd'hui de protection, de penchant vers les uns, un peu au détriment des autres. De ce point de vue-là, je pense qu'il faut faire attention à ne jamais ramener la question sécuritaire autrement que par le biais du mandat. Deuxièmement, qu'aucune force sur place ne prenne en otage les populations pour sécuriser, pour privatiser la sécurité localement. Troisièmement, la mission des Nations Unies ne peut pas se grandir dans des contextes comme ceux de Gao. Si cela arrive une deuxième fois, que Dieu nous en préserve, ça risque de mettre très à mal d'abord leur présence localement, et ça risque d'ébranler définitivement la confiance entre cette force-là et les populations locales. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est un défi majeur, mais il faut que MINUSMA et le gouvernement du Mali reviennent pour dire exactement ce qui s'est passé. Serge, peut-être pourra nous en dire... Oui, Serge, non, c'est-à-dire que Maître l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que le gouvernement et la MINUSMA annoncent la création d'une commission d'enquête. On va écouter la MINUSMA après. Pour savoir ce qui s'est passé, mais il ne faut pas se voiler la face. C'est-à-dire que l'armée malienne n'était pas sur le terrain. Donc vous aviez d'un côté les manifestants, de l'autre vous avez les forces de la MINUSMA. Il y a eu des morts dans le camp des civils qui marchaient, c'est-à-dire qu'il faut faire des enquêtes, il faut avoir des preuves, mais il était évident que les balles venaient d'en face, ça c'est évident. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la mission de l'ONU au Mali est une mission impopulaire. Impopulaire aux yeux des populations. Parce que la première mission, Alexis l'a dit, Maître l'a dit, Chana l'a dit, la première mission, c'est d'abord d'assurer la protection des populations. Et ça fait la deuxième fois. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kidal, il n'y a pas longtemps. On a vu ici les images où des populations pourchassaient des responsables, les casques bleus de l'ONU. Ça se répète aujourd'hui à Gao. On a vu les manifestations, ce qui s'est passé à Ténékou récemment, des hommes armés qui viennent attaquer des civils. La mission des Nations Unies au Mali, et je le dis, ça m'engage que moi, devrait pouvoir revisiter
ce qu'on appelle son mandat dans un pays comme le Mali, parce qu'elle ne vient pas s'interposer entre deux belligérants, parce que sur le terrain, vous n'avez pas que deux belligérants, mais il faut, la moindre des choses, c'est de pouvoir assurer la sécurité des populations, sinon ce n'est pas la peine. Oui. Il y a une déception quand vous discutez, que ce soit à Bamako d'ailleurs, où ils sont, que ce soit à Gao, que ce soit à Tombouctou, même à Kidal, il y a aujourd'hui une grande déception de la part des civils, des populations, lorsque vous parlez de la MINUSMA. Oui, Alexis, il n'est pas exagéré de dire que la MINUSMA fait du 2 poids 2 mesures, puisqu'à manifestation égale, il doit y avoir riposte égale. Les manifestations de Kidal, par exemple, on a vu comment est-ce que la MINUSMA a réagi. Il n'y a même pas eu de tir de grenades lacrymogènes. Mais les mêmes manifestations à Gao, le bilan, c'est 3 morts et des dizaines de blessés. Je pense que c'est... il me revient qu'à Gao, c'est quand même des Rwandais qui ont une réputation en la matière. Ils ont eu beaucoup de la gâchette facile. Ils ont la gâchette facile. Ils ont déjà eu des problèmes au Congo pour des actes similaires. Mais effectivement, à Kidal, on a vu qu'il y a eu des manifestations. Les véhicules ont été caillassés. Ils ont dû abandonner des positions, mais ils n'ont pas jugé nécessaire de tirer sur les populations. Et effectivement, la question se pose. Ok, Chana, sur cette question, avant d'écouter la réaction de la MINUSMA par rapport aux 2 poids 2 mesures, à Kidal, ça s'est très bien passé, mais pourquoi à Gao, 3 morts et des dizaines de blessés? Je pense que tu as répondu vraiment à la question en 2 poids 2 mesures. C'est le constat. C'est le constat qu'on fait. On ne sait pas pourquoi ce 2 poids 2 mesures. Seulement à Gao, qui est sous contrôle du gouvernement du Mali, on se rend compte que la MINUSMA ne fait pas son travail, ne fait pas son boulot. Chaque fois, on lance des roquettes à Bourem, à 10 km, il n'y a pas la riposte qu'il faut. Pas plus que le vendredi, il y a eu des attaques à Bourem, notamment à Bamba. On n'a pas vu la MINUSMA riposter. À Rarousse, on a enlevé le chef de village, 2 de ses conseillers. La MINUSMA n'a même pas quitté Gao. Donc, vraiment, cette MINUSMA-là, on ne comprend pas, on ne sait pas ce qu'elle fait à Gao. D'accord. Oui. Je voulais juste dire 2-3 choses. La première, c'est qu'on ne peut pas trop comparer Kidal à Gao sur ces questions-là, parce que Kidal, la zone me paraît plus homogène en termes de présence des rebelles ou des personnes opposées qu'à Gao. Et Gao, la zone est composée également de personnes hostiles à ce niveau. Donc en fait, la question du maintien de la paix et de la sécurité est une affaire très très délicate. Je pense qu'on ne peut pas non plus avoir juste une accusation en face de la MINUSMA. Il faut faire le constat déjà que c'est les forces étrangères qui sont venues en situation difficile en République du Mali et qui font un boulot qui n'est pas facile. Il faut faire extrêmement attention justement à ce que, parce que c'est aussi l'objectif recherché par les personnes qui sont rebelles aujourd'hui, c'est de faire en sorte aujourd'hui qu'il n'y ait pas de MINUSMA au Mali. Si aujourd'hui, par nos gestes, par nos faits, par nos actions, on peut aujourd'hui exprimer un manque de confiance, ça peut être légitime, mais un courroux contre la MINUSMA, cela peut éventuellement se révéler relativement dangereux par la suite. Ok, justement, la MINUSMA qui a très vite réagi à ces événements de Gao, c'était à la faveur d'une conférence de presse animée à son siège à Bamako, et là-dessus, nous écoutons le chargé des questions humanitaires. C'était lors justement de cette conférence de presse. C'est très important de souligner le fait qu'il n'y a pas d'accord et que les discussions sont en cours et les discussions vont suivre les chemins déjà établis à travers le CTMS et d'autres mécanismes qui ont été créés dans l'accord de Ouaga et qui vont soutenir le processus d'Alger. On est prêt de discuter ça en plus de détails si c'est nécessaire, mais je crois qu'on doit arrêter de parler de ça en tant qu'accord. Sur la troisième question, je crois que c'était qui était derrière tout ça à Gao. Franchement, on ne sait rien. On est prêt, comme je disais, d'avoir une enquête de tout ce qui s'est passé, même à Tabancourt. On va faire la même chose. C'est dans nos habitudes de la faire. On va faire la même enquête à Gao avec ce qui s'est passé aujourd'hui pour déterminer tous les faits et ceux qui étaient responsables pour ça.
On va examiner nos actions aussi, ça c'est certain, ça c'est notre obligation et on va le faire. Et on a déjà commencé ce processus. C'est important qu'on la fasse pour toutes les victimes d'aujourd'hui et vous avez notre engagement d'aller à l'avant avec ça et bien sûr on va faire ça avec le gouvernement malien. Maître Konaté, il y a un peu de mea culpa dans ces propos-là, puisque la MINUSMA annonce le retrait du document incriminé qui faisait allusion à l'institution d'une zone temporaire de sécurité. Bien sûr, c'est une méprise totale et je pense que tout le monde s'en est rendu compte d'ailleurs. Simplement, ils ont mis un peu de temps avant de réagir par rapport à ça, tout comme ils ont mis du temps. Je n'étais pas à cette conférence de presse, mais j'espère qu'il simplement il s'est incliné justement devant ces 3 morts. C'est important du point de vue de la communication. Non, la MINUSMA se méprend parce que simplement la MINUSMA n'a pas suivi les différentes étapes des évolutions de la question sécuritaire. On est quand même en République du Mali relativement sécurisé aujourd'hui. On est quand même en République du Mali relativement où les territoires sont plus ou moins connus, où il y a une certaine présence de l'État aujourd'hui. Mais faire comme s'il n'y a personne, faire comme si on est en mission pour soi-même, faire comme si on a le droit de tout faire, sans rendre compte à personne, ça peut mener justement à des impasses comme celle-ci. Et je pense que le patron, l'adjoint de la MINUSMA doit non seulement le reconnaître, dire le mea culpa de manière très nette, s'incliner devant les morts et présenter quelque part. Oui. Ce serait aussi élégant des excuses. Oui, Alexis, avec la signature de ce document qui institue une zone temporaire de sécurité, c'est comme si la MINUSMA se croit tout permis au Mali, un pays souverain, et la MINUSMA se permet de signer ce document-là avec des mouvements qui sont en train de travailler contre l'intégrité territoriale du pays. Bien sûr, c'est comme si le Mali était sous tutelle. Bien sûr, il y a 2 aspects. Effectivement, disons, il a le regard très fuyant, mais il ne s'est pas excusé, il ne s'est pas incliné sur les victimes et à la limite, il n'a même pas dit nos forces ont tiré. Si vous avez suivi la communication, pendant les manifestations, il y a eu 3 civils qui sont morts, mais on n'a jamais dit la MINUSMA a tiré, si vous avez écouté les radios internationales. Et donc, pour revenir à la question, effectivement, ça pose beaucoup de problèmes. C'est vrai que ça implique un peu Barkhane aussi, mais le document portait même l'entête, disons, le sceau du MNLA. Qui a une reconnaissance de fait. Tout à fait. Par la MINUSMA. C'est gênant à tout point de vue. C'est avec le MNLA que le document a été signé. Vous voyez ce que c'est que le rôle de la communication dans toutes les affaires. C'est un faux document qui a circulé. Le document qui portait l'entête du MNLA, donc on comprend celui qui a fait la manipulation, c'était d'abord un document qui n'était pas signé, c'était un document en cours de discussion. Même si c'était un document en cours de discussion, à partir du moment où on découvre que quelqu'un, pour mettre le feu, a mis l'emblème, ou je sais pas, du MNLA sur le document, il appartient à la MINUSMA, à la service de communication de la MINUSMA, de dénoncer tout de suite ce document et non d'attendre que le pays prenne feu, entre guillemets, pour dire non, c'est un document qui était en cours de... La méthode n'a pas été bonne. Il y a eu 2 choses que je voulais ajouter là-dessus. Vous avez vu, on parle de gouvernance, Maître parlait tout à l'heure de gouvernance, et là où je pense que ça commence à changer avec Modibo Keïta, c'est qu'il a convoqué les responsables de la MINUSMA. À l'époque, on se limitait à des communiqués sous Moussa Mara, mais là, on a convoqué les responsables de la MINUSMA. Il y a un document que je n'ai pas encore, qui est sorti visiblement parce qu'il y a des engagements, un chronogramme pris de part et d'autre. C'était une bonne chose. La deuxième chose que je voulais dire pour terminer, c'est que le président de la République, peut-être qu'on va en parler, s'est rendu à Gao, ce qui était quand même une très bonne chose parce que les populations restent certes remontées contre la MINUSMA, mais le président de la République a mis le doigt sur un aspect important du problème, c'est celui dont tu parlais tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. C'est-à-dire que le rêve de certains, c'est de voir aujourd'hui effectivement la MINUSMA quitter, même si la MINUSMA ne remplit pas totalement, à mon avis, son rôle, c'est de voir la MINUSMA quitter le terrain pour faire envahir les localités par des bandes d'armes. On va parler de la visite du président à Gao, mais Chana, par rapport au document en question, même si c'était du faux, le document incriminé. Bon, le document incriminé, moi je me suis basé sur ce document-là pour dire que la MINUSMA joue à la partialité.
Le MINUSMA joue à la partialité. Oui, tu me calmes, je ne veux pas m'enflammer. La MINUSMA joue à la partialité. Serge l'a dit, le document a circulé. Déjà le dimanche sur ce plateau, j'avais dit qu'un document circulait. Tout à fait. Et si jamais le document là est signé, il risque d'avoir des problèmes à Gao et à Tombouctou. Bon, la MINUSMA est au parfum de tout cela. Bien sûr. La MINUSMA n'a pas communiqué. Mais non, pas du tout. Le document a circulé, signé sur Internet partout. Et aujourd'hui, où il y a les dégâts, la MINUSMA ne s'assume pas, vient nous dire que ce document-là n'est pas bon. Qu'est-ce qui nous prouve que le document n'est pas bon? Qu'est-ce qui nous prouve que c'est une manipulation? Est-ce que c'est la MINUSMA même est-ce que ce n'est pas elle-même qui a joué à cette manipulation qui n'a pas marché? La manipulation n'a pas marché aujourd'hui, elle refuse de s'assumer. Elle n'a même pas présenté ses condoléances aux familles endeuillées. Est-ce que vous voyez l'engagement de ne pas s'enflammer? Mais c'est juste son boubou qui fait un peu plus de bruit que lui-même. Et ça, je crois parfaitement, je le tiens là, il ne va pas s'enflammer. Non, ça reste sage quand même ce soir. Non, il est sage. Mais ce que je voulais dire, c'est que très généralement, tu dis des choses qui se révèlent par la suite. L'alerte a été donnée, on dit que le document est faux. Le contenu du document n'est pas faux. Non, c'est l'emblème. Non, l'emblème, c'est pas la fausseté. Non, c'est-à-dire, on peut mettre les couleurs qu'on veut, mais le contenu du document n'est pas faux. Le document n'était pas signé. Non, peu importe. C'est un document de travail. Par la suite, l'aspect communication a essayé de reprendre un peu les choses là-dessus. Même le fait de proposer un tel communiqué. C'est moi qui ai la parole et tu me coupes. Non, juste pour dire aujourd'hui que peu nous importe le contenu ou le contenant du document. Ce qui est le plus important, c'est qu'une mission de paix en République du Mali, à l'insu des autorités nationales, sans les autorités nationales, et aller entamer des discussions avec des groupuscules qui font l'objet de contestations par ailleurs, et ont cru devoir prendre des engagements, même si c'était un début d'engagement. Vous savez, en matière de droit, commettre l'acte en amont ou en aval, dès qu'on a commencé le début, on y est. De ce point de vue-là, je pense que c'est regrettable. On n'insistera pas beaucoup. La MINUSMA en tirera toutes les conséquences. Ok, après ces tristes événements, le président Ibrahim Boubacar Keïta était à Gao jeudi dernier après s'être rendu au chevet des victimes, des blessés. Donc, il s'est adressé aux forces vives de la localité. Nous l'écoutons. Je suis venu en le nom de la République m'incliner pieusement sur les victimes malheureuses des récents événements. Dire toute la compassion et toute la sympathie du Mali entier. Je n'étais pas dans le pays, j'étais à l'extérieur, toujours à la poursuite de l'intérêt du Mali. En rentrant le mardi soir, j'ai estimé de mon devoir aujourd'hui d'être ici avec vous. Pour vous dire cela au nom de la République. Vous dire que Gao ne sera jamais seul. Je l'ai dit, ceux qui rêvent d'une séparation en seront pour leurs frères. Jamais le Mali ne sera divisé. Voilà, pour le président Ibeka, la MINUSMA n'est pas l'ennemi du Mali. Le Mali restera un et indivisible. Certains ont trouvé le président assez mesuré par rapport aux événements de Gao. On l'aurait souhaité beaucoup plus ferme. Non, il ne pouvait pas pour deux raisons. Ouais. D'abord, il est parti dans l'avion de la MINUSMA. L'avion de la MINUSMA, c'est aussi l'avion du Mali. C'est aussi un peu l'avion du Mali. On a un avion. Un bel avion. Okay. Il allait dans l'avion de la MINUSMA. Et la symbolique derrière ça, c'est que on est encore, en tout cas, on a encore besoin de ces gens. Et il ne revient pas, de mon point de vue, au président, au chef de l'État, de jeter de l'huile sur le feu. Okay. Son rôle, c'était vraiment de jouer à l'apaisement. Effectivement affirmer que le gouvernement comprend et appuie ces gens, mais il n'avait pas à attiser les flammes. Chana, faut-il voir en cette visite du président à Gao une remontrance, un sermon contre la MINUSMA, une mise en garde du président de la République? Non, je ne crois pas que ce soit une mise en garde contre la MINUSMA, mais une remontance non plus. Et je pense que c'est pour soulager les populations. C'est pour soulager les populations. Le président avait déjà un autre calendrier sur Addis Abeba. Il a mis croix sur ce calendrier-là. Il est allé au chevet des malades. Il est allé pour dire aux populations que je suis là pour vous. Je suis là pour vos préoccupations. Je suis là pour la paix. Il a calmé le jeu, comme Alexis l'a dit.
il est de son devoir de calmer le jeu, de jouer à l'apaisement. Mais nous autres, nous ne sommes pas obligés de suivre le président dans cette voie-là. Il n'a qu'à calmer le jeu, c'est son rôle, c'est son devoir. Les gens de Gao, nous autres à Bamako ici, nous aussi, nous allons faire ce que nous devons faire, critiquer l'amunissement, dire ce que l'amunissement a fait n'est pas bon, que l'amunissement est partiel. À Bamako, hein, le mouvement Vert Jaune Rouge. Oui, le mouvement Vert Jaune Rouge a marché, c'est la société civile, c'est un mouvement très dynamique aussi qui joue sa partition. C'est une très bonne chose. Je pense que le président, ce qu'il a fait, c'était bon, mais nous n'avons pas le même langage que le président. Cet munissement-là, nous n'avons pas besoin de cet munissement. Cela ne veut pas dire qu'il faut que l'amunissement quitte notre pays. Non. Nous avons besoin de l'amunissement, mais pas celle-là. Il faut que l'amunissement revoie sa manière de travailler, sa manière d'agir. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de faire partie de l'amunissement. Non. L'amunissement est là, nous faisons partie de l'ONU. Nous avons besoin de l'amunissement, mais pas celle-là. Oui, Maître Konaté, sur la visite du président à Gao. Oui, non, mais bravo. S'il a renoncé à Addis Abeba pour Gao, bravo au président de la République. Et je pense que la manœuvre n'était pas facile. Lui a dû se rendre compte, sans doute, en prenant sur lui de revoir son agenda, de prendre la direction de Gao, d'aller dans des conditions qui ont été les siennes, aller voir les populations de Gao à chaud. Je pense que le premier risque qu'il prenait, justement, c'était un effet boomerang. Parce que quand vous avez des populations parmi lesquelles il y a eu des victimes la veille ou l'avant-veille, que vous devez, même en tant que chef d'État, venir leur parler, les choses ne sont pas faciles. Deuxièmement, il faut non seulement leur parler un langage de vérité, mais faire en sorte que l'on ne puisse pas froisser, justement, ces forces étrangères qui sont stationnées dans notre pays, encore une fois, qu'il faut saluer et reconnaître leur mérite. Comme on le dit chez nous, l'enfant tombe toujours des mains de la personne qui la tient. Je pense que sur ce coup-là, on ne peut pas pousser plus loin nos soupçons sur l'amunissement. Il est bien évident qu'il faut revoir le mandat parce que la situation sécuritaire a évolué. Mais la manœuvre du président de la République était difficile, elle était dangereuse. Je pense qu'il s'en est pas mal tiré. Mais aller à Gao, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier Gao. Et les populations de Gao veulent, qu'à défaut d'y être tous les jours, que le président pense à eux tous les jours. Je pense qu'il pense à eux tous les jours. Que le président veille sur eux, et c'est aussi ce qu'il fait, mais que jamais les Maliens n'oublient que la situation des gens de Gao est une situation qui est très très difficile. C'était le devoir du président de la République de renoncer à aller à Addis Abeba et de se rendre à Gao. Il a fait un good job. Moi je pense que c'était bien vu, c'était bien pensé. À Gao, il a dit 3 choses importantes à mon avis, enfin en termes de gestes, en termes de déclaration. Quand il est allé à l'hôpital, il a rencontré les blessés donc, de la manifestation, mais il était également dans le même hôpital, il a été rendre visite aux blessés de Taban Corse. C'est très important. C'est la première fois un officiel malien a parlé du Gatia officiellement. Le président a dit le Gatia, les gens disent c'est une milice du gouvernement. Non, ce n'est pas une milice du gouvernement, ce sont des fils de ce pays digne qui ont décidé de ne pas se mettre à genoux, de prendre les armes pour défendre leur pays. Ça, c'est une position officielle claire. C'est la première fois qu'à ce niveau, on prend une telle décision. Non, si, Maître Konaré, vous ne suivez pas tout le temps l'actualité politique. C'est pas votre job. Et c'est capital, ça a été capital. Vous n'étiez pas là, comme le disait Alexis. Maintenant, il y a autre chose. C'est-à-dire, aller à Gao, c'est bien. Mais il faut suivre, il faut un suivi de l'affaire. Vous avez parlé de la manifestation ici à Bamako. Entre parenthèses, notre ami Étienne faisait partie des manifestants. Il n'est pas venu ce soir parce qu'il a eu une entorse, parce qu'il a beaucoup marché. Et donc il faut suivre cette opinion-là qui reste insatisfaite quand même de l'action du gouvernement par rapport à la situation dans le nord de la Est-ce que tu es en train de nous dire aujourd'hui qu'il y a un soutien officiel du président de la République, le chef de l'État, en faveur d'une milice ? Mais c'est vous qui appelez ça milice. Le président de la République a dit, ceux qui appellent ça milice, ce n'est pas une milice, ce sont des jeunes qui ont pris des armes pour défendre le pays. Moi, je rapporte des propos. Oui, mais maintenant, si vous voulez analyser, vous analysez. Non, je ne veux pas analyser. Soyons clairs. Je veux juste comprendre. Gatia, c'est une milice. C'est une milice. Non, du point de vue de Serge. Une milice pro-gouvernementale. N'attendez pas du président de la République qu'il revendique cette milice-là. C'est pour ça que dans mon propos, je le président ne va pas le revendiquer. Extrêmement attention justement à ne pas privatiser les forces de sécurité sur place. Serge, on est à un moment tellement difficile que toute rupture de ce semblant d'égalité peut nous amener très très loin. Je crois que aussi bien les uns que les autres, chaque fois qu'il s'agit de gens qui prennent spontanément les armes
pour se battre, y compris pour défendre soi-disant leur territoire, c'est des choses que l'on ne peut pas encourager. Mais maître, c'est une solution classique. Peut-être par rapport au Gatia, le terme milice quand même peut s'avérer un peu négatif, péjoratif. Vous vous rendez compte que sur des sujets, Maître Konaté se dit muet comme une carpe, et sur d'autres sujets, il parle librement. Alors, mais on va où ça? Rapidement avant de conclure. J'ai la parole, maître. Mais Gatia, je termine juste avec ton autorisation. Pour dire simplement qu'il y a des choses que l'on fait en dessous, qu'on n'a pas besoin de faire savoir en dessus. Et c'est ça. Donc, tu as du mal toi-même à dire que c'est une milice. Mais je sais mais qu'est-ce que tu dis sur ta radio alors, tu les qualifies comment? Moi, c'est un groupe armé. Pour moi, c'est un groupe armé. C'est un groupe armé qui soutient le gouvernement. Je ne suis pas un groupe armé. Certains estiment que c'est une milice. Donc, je ne suis pas un groupe armé. Le qualificatif dépend de celui qui parle, si vous voulez. C'est un groupe armé, c'est une milice parce qu'ils ont des armes. Ce n'est pas une armée conventionnelle. C'est pas une armée conventionnelle. C'est une milice, et c'est une milice de par ses actions qui est favorable au pouvoir en place. Voilà. Donc une milice favorable au pouvoir est une milice pro-gouvernementale, parce que c'est une milice qui est contre le MNLA. C'est bien sûr. Une milice qui est contre le MNLA. Donc, encore une fois de plus, c'est une milice pro-gouvernementale. On comprend que le gouvernement ne s'assume pas pour dire que c'est une milice pro-gouvernementale. Je pense que le président s'est assumé à Gao. À Gao, c'était vraiment une manière d'assumer en disant non, pour nous, c'est ta lecture, c'est pas la mienne. Il a dit, moi je rappelle les propos du président. Le temps qui nous est imparti arrive à terme. Quand même, si on fait un sondage auprès des Maliens, que ce soit ceux qui sont ici au pays ou bien à l'extérieur, beaucoup pensent que Gatia est en train de faire un travail remarquable. Et voilà, donc c'est sur ce que... Moi, je suis un légaliste. Serge ne l'est pas. C'est sur ce que prend fin ce numéro du débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient Chana Takiou du 22 septembre, Alexis Calambri des Échos, Maître Mamadou Ismaël Konaté, avocat, et Serge Daniel, journaliste écrivain. Légaliste également. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.